Quand la police ouvre l'arrière d'un pick-up abandonné sur le parking d'un aéroport au Nouveau-Mexique, elle découvre 4 corps découpés et rangés dans des bacs en plastique. Mais le plus inquiétant, ce n'est pas ça. Le plus inquiétant, c'est que l'homme qui a laissé ce véhicule derrière lui, un inspecteur l'a déjà interrogé, plusieurs fois. Il lui a parlé, il lui a même demandé son aide. Et pendant tout ce temps, cet homme mentait calmement, alors que les corps de ses victimes se trouvaient à quelques centaines de mètres du poste de police. Et au départ, cette affaire ne concernait qu'un seul disparu. Un jeune de 19 ans, rien d'inhabituel. Puis il y en a eu un deuxième, puis un troisième. Mais avant d'aller plus loin dans cette histoire, et je vous promets qu'elle va très loin, si tu es fan d'histoires étranges, sombres et mystérieuses, racontées sous forme de récits, alors tu es exactement au bon endroit. C'est ce que je fais sur cette chaîne. Je publie 1, parfois 2 vidéos par semaine, alors si ça t'intéresse, abonne-toi et active toutes les notifications pour ne rien manquer. À présent, découvrons cette affaire. Tout commence un dimanche après-midi dans la petite ville de Grants, au Nouveau-Mexique. La police reçoit un appel. Un propriétaire affirme avoir fait une découverte particulièrement perturbante alors qu'il nettoyait la maison d'un locataire qu'il venait tout juste d'expulser. Des agents sont envoyés sur place. À leur arrivée, l'homme les accueille, visiblement secoué. Il explique que son locataire ne payait plus le loyer depuis le mois de juillet, mais qu'avec la période du Covid, la procédure d'expulsion avait été retardée pendant des mois. Durant tout ce temps, les problèmes s'étaient accumulés. Finalement, il avait réussi à le faire partir. Avant de quitter les lieux, le locataire lui avait simplement dit qu'il avait laissé quelques objets à jeter, sans donner plus de détails. Avec un ami, le propriétaire avait donc commencé à vider la maison. Des cartons, des jouets d'enfants, des vêtements, des meubles cassés. Rien de vraiment inhabituel dans ce genre de situation. Mais au fond d'une pièce, sous un amas d'affaires d'enfants, son attention est attirée par une boîte. Il la soulève, l'ouvre et découvre à l'intérieur un chiot mort. Le propriétaire avait d'abord l'intention de placer le corps dans un sac pour l'enterrer. Mais en soulevant le chiot, quelque chose l'interpelle. Sous ses doigts, il sent un cordon enroulé autour du cou de l'animal, serré, beaucoup trop serré. Immédiatement, le doute disparaît. Ce chiot n'est pas mort de faim, ni d'abandon. Quelqu'un l'a tué, délibérément. Peu après, le service de contrôle animal confirme ce que tout le monde redoutait déjà. Le cordon était si profondément incrusté dans le cou que la conclusion ne laisse place à aucune ambiguïté. La mort de l'animal est intentionnelle. L'agent chargé du rapport reste un long moment sur place, silencieux, incapable de détourner le regard. Plus tard, il expliquera que ce n'était pas la violence en elle-même qui l'avait marqué, il y était habitué, mais la manière, précise, calculée, presque clinique, une façon de faire qui ne ressemblait pas à un acte impulsif, mais à quelque chose de réfléchi. Le propriétaire, lui, insiste pour que tout soit consigné. Il compte déjà engager des poursuites contre son ancien locataire pour les dégradations, les murs repeints sans autorisation, l'intérieur de la maison saccagé. Mais ce détail-là, ce qu'il vient de découvrir, dépasse largement une simple affaire de dégâts matériels. Car à cet instant, personne ne le sait encore, mais ce chiot n'est que le premier corps d'une longue série. Et l'homme qui l'a laissé derrière lui a déjà recommencé à tuer. Le même jour, l'inspecteur Robert Turney se voit confier un dossier de disparition. Un jeune homme de 19 ans, Matthew Miller. Sa grand-mère a appelé le 911 quelques jours plus tôt, sans nouvelles de lui depuis près d'une semaine. Au départ, rien d'alarmant pour la police. Matthew est connu des services, consommation de drogue, fréquentation douteuse. Dans ce genre de situation, les explications sont souvent les mêmes. Une overdose, une fugue, quelques jours à traîner quelque part. Mais la famille insiste. Quelque chose, cette fois, ne colle pas. Turney décide de se rendre sur place. Pas par instinct, plutôt à cause de cette insistance qui sort de l'ordinaire. Les disparitions liées à la drogue ne sont pas rares à Grants, trop fréquentes même. Ce type de dossier finit régulièrement sur son bureau. Mais là, il y a autre chose. Face à la famille, il commence par poser un cadre. Rationnel, il leur explique les démarches. Contacter les hôpitaux, les centres de désintoxication, les maisons d'arrêt des comtés voisins. Puis son ton change. Il leur confie qu'il connaît Matthew, qu'il aurait pu l'arrêter à plusieurs reprises, mais qu'il ne l'a jamais fait parce que ce n'est pas un violent, juste un gamin perdu. La grand-mère acquiesce. C'est précisément ça qui l'inquiète.
Matthew sait qu'il est vulnérable. S'il lui est arrivé quelque chose, il ne cherchera pas d'aide. Par peur, par honte. Turney leur conseille de lui laisser un message simple, qu'il l'aime, qu'il lui pardonne et qu'il peut revenir. En recoupant les témoignages, une première piste apparaît. La petite amie de Matthew affirme l'avoir vu monter dans un véhicule avec plusieurs personnes dont une femme blonde, Jennifer Lannon, une personne qui est récemment apparue dans l'entourage de Matthew. D'autres aussi reviennent, Justin Ma et sa petite amie, Léonie Calzada. L'enquête s'accélère. Les policiers ratissent les lieux que Matthew fréquentait. Ils tombent rapidement sur quelque chose, son pick-up, garé à quelques rues du domicile de Justin et Léonie, abandonné. Le véhicule est sale, verrouillé, immobile depuis plusieurs jours. À l'intérieur, des vêtements, des effets personnels, mais aussi une paire de gants en caoutchouc, une pelle dans la benne et plusieurs téléphones endommagés éparpillés sur les sièges. Turney observe la scène. Ce n'est plus une simple disparition. Les caméras de surveillance du quartier sont exploitées. L'une d'elles montre le pick-up arrivant devant chez Justin et Léonie le 26 janvier, 3 jours avant le signalement. Il faut leur parler. Maintenant. Mais quand les enquêteurs se présenteront à leur porte, ils comprendront très vite que Matthew Miller n'est pas le seul à avoir disparu. Léonie Calzada ouvre la porte. C'est la petite amie de Justin Ma. Et pour Turney, elle en sait clairement plus qu'elle ne veut bien le dire. Il lui expose rapidement la situation. Il recherche Matthew Miller, disparu depuis plus de 2 semaines. Puis il lui demande quand elle l'a vu pour la dernière fois. Léonie répond immédiatement. Selon elle, Matthew serait passé il y a peut-être 1 an, au moment où elle a emménagé dans son appartement au mois de février. Depuis, elle affirme ne plus l'avoir revu. Turney ne relève pas tout de suite. Il enchaîne et lui demande ce qu'elle dirait s'il lui montrait une vidéo du véhicule de Matthew, stationné juste devant chez elle. Mais Léonie ne réagit presque pas. Elle explique qu'elle n'était peut-être pas là ce jour-là, ou qu'elle n'y a simplement pas prêté attention. Elle ajoute que Justin était peut-être en contact avec Matthew en son absence. Plus Turney l'écoute, plus un malaise s'installe. Elle répond vite, trop vite, et surtout trop calmement comme si elle avait déjà tout préparé. Puis elle mentionne un élément troublant. Justin, son propre petit ami, a lui aussi disparu. Il serait parti le 17 janvier, revenu le jour même avant de repartir définitivement. Un voisin lui aurait dit que Justin et une autre personne avaient quitté les lieux dans la nuit en direction de l'Arizona. Turney lui demande alors s'il existe un moyen de le joindre. Un numéro, n'importe quoi. Léonie secoue la tête. Le seul moyen de le contacter selon elle, passer par Facebook. Turney lui annonce qu'il souhaite fouiller l'appartement, à la recherche de traces de Matthew ou du moindre signe de violence. Il lui demande si quelque chose lui a semblé anormal. Du sang, des seringues, n'importe quoi. Léonie évoque bien la présence de seringues liées à la drogue, mais rien d'autre. Les enquêteurs passent le logement au crible. Aucun signe de violence, aucune trace de lutte. Pourtant, Turney n'arrive pas à décrocher. Quelque chose ne colle pas. Les images de surveillance montrent clairement le pick-up de Matthew stationné devant chez elle quelques jours avant sa disparition. Et elle affirme ne pas l'avoir vu depuis 1 an. Il retourne lui parler brièvement. Et sans le savoir, elle vient de lui donner un élément clé. Léonie finit par révéler que Justin est récemment parti avec une autre femme, prénommée Jennifer, direction l'Arizona, selon elle pour acheter de la drogue et se faire de l'argent. À cet instant, tout bascule pour Turney. Il ne cherche plus une seule personne disparue, mais 3. Matthew Miller, Justin Ma et désormais Jennifer. Et il ne comprend toujours pas ce qui les relie. Turney se renseigne rapidement sur Jennifer et découvre qu'elle a elle aussi été signalée disparue quelques jours plus tôt par son ex-mari, Sean Lannon. Ce nom lui dit quelque chose. Quelques jours auparavant, des agents sont intervenus au 817 Kingman Avenue, l'adresse même où le chiot avait été retrouvé, et les anciens locataires de cette maison, ce sont justement Sean et Jennifer Lannon. Turney marque un temps d'arrêt. Le chiot, les disparitions, l'adresse, le même nom qui revient encore et encore. Pour la première fois, tout commence à s'assembler. 3 personnes disparaissent à quelques jours d'intervalle, toutes liées de près ou de loin, par la drogue et leurs relations. Et au centre de tout ça, un seul homme. Turney décide alors de retourner sur place et commence à faire du porte-à-porte autour de l'ancien domicile de Sean et Jennifer, dans l'espoir que quelqu'un ait remarqué quelque chose. C'est là qu'un voisin attire leur attention. Sa caméra de surveillance est orientée directement vers la maison.
Et ce que montrent les images va immédiatement faire basculer l'enquête. Les images sont datées du 26 janvier. On y voit Matthew arriver à pied devant la maison de Shawn. Il s'approche, passe la porte et disparaît à l'intérieur. Après ça, plus rien. Il ne ressort jamais. Quelques heures plus tard, Shawn apparaît à son tour. Il sort de la maison, monte dans le pick-up de Matthew, puis quitte les lieux. Lorsqu'il revient, il est à pied, seul. Matthew n'est plus là. 2 jours plus tard, le 28 janvier, la même caméra enregistre une autre scène. Quelqu'un charge plusieurs objets dans un pick-up rouge garé devant la maison. Puis le véhicule s'éloigne. Pour la première fois depuis le début de l'enquête, Turney tient quelque chose de concret. Matthew est bienvenu ici. Il est entré dans cette maison et il n'en est jamais ressorti. La suite est évidente pour Turney. Il doit parler à Shawn en face à face. Le lendemain matin, Turney contacte Shawn, qui accepte de venir répondre à quelques questions. Dès le début, l'inspecteur va droit au but. Il lui demande s'il a vu Matthew Miller, s'il est passé chez lui, si son pick-up était garé devant la maison. Shawn hésite, répond qu'il ne sait pas vraiment, qu'il n'est pas sûr. Turney relance aussitôt une série de questions. Est-ce qu'il a conduit le pick-up de Matthew ? Cette fois, Shawn admet. Oui, mais selon lui, c'était il y a quelques semaines. Turney continue. Il lui demande quand a-t-il appris que Jennifer, Justin et Matthew étaient partis pour l'Arizona. Shawn répond presque sans réfléchir, environ 7 semaines plus tôt. Puis la question devient plus directe. Est-ce qu'il a quelque chose à voir avec leur disparition ? Est-ce qu'il pense qu'il leur est arrivé quelque chose de grave ? Shawn reste flou et évasif. Il évoque la consommation de drogue de Jennifer, les dettes qu'elle accumulait. Il dit avoir un mauvais pressentiment. Mais lorsque Turney lui demande si Jennifer a déjà disparu comme ça auparavant, Shawn répond que oui. Comme si c'était normal, comme si ce genre de situation arrivait tout le temps, et que ça ne méritait pas vraiment qu'on y prête attention. C'est précisément ce qui dérange Turney. Un homme dont l'ex-femme, la mère de ses enfants, disparaît ne réagit pas comme ça. Il ne reste pas aussi calme. Il ne parle pas avec cette distance. Il ne minimise pas. Pourtant, Shawn est là, assis, détendu, presque indifférent, comme s'il parlait de quelque chose de banal. Turney n'a encore aucune preuve, mais en quittant la pièce, il a une forte conviction. Cet homme sait exactement ce qui s'est passé. Le lendemain, une information tombe. La police reçoit un appel inattendu d'un homme nommé Josh Hall, une connaissance de Matthew Miller. Il affirme avoir été témoin de quelque chose de grave, directement lié aux disparitions. Les enquêteurs organisent rapidement une rencontre. Quand Josh arrive, il est sous tension. Il parle vite, enchaîne sans pause. Il explique que Matthew est le cousin de sa petite amie, que toute cette histoire le travaille depuis des jours et qu'il a commencé à faire le lien entre les éléments la veille. Selon lui, Shawn s'est rendu chez une femme appelée Kelly DeSoto. Là, il aurait arraché une partie du plafond pour y cacher un sac contenant un pistolet, les papiers d'identité de Jennifer, des vêtements et plusieurs effets personnels. Josh affirme qu'il était présent à ce moment-là. Il est catégorique. Pour lui, Shawn a tué les trois, Matthew, Jennifer et Justin. Il en est convaincu. Il explique que le pick-up de Matthew a été retrouvé près de chez Shawn, que Jennifer a disparu au même moment et que tout prend sens dès qu'on met les éléments bout à bout. Josh raconte ensuite qu'après le départ de Shawn, Kelly aurait ouvert la cachette, découvert le sac, puis récupéré le pistolet avant de le confier à un certain Danny Lamos, connu dans le quartier sous le surnom de Dog. L'homme aurait pris l'arme et quitté la maison à pied. Lorsque Shawn est revenu et a constaté la disparition du sac, il aurait perdu son calme, fracassant son propre téléphone au sol avant de repartir précipitamment. À cet instant, 2 nouveaux noms apparaissent alors dans le dossier d'enquête. Kelly DeSoto et Daniel Lamos. Mais Danny Lamos reste introuvable. Turney comprend qu'il doit agir vite. La priorité est claire, vérifier le récit de Josh en allant parler à Kelly. Lorsque les enquêteurs se présentent chez Kelly, elle accepte dans un premier temps de les rejoindre au poste de police. Mais elle refuse d'y aller en voiture avec eux, expliquant que son patron peut la déposer dans une 30aine de minutes après son travail. 30 minutes passent, puis 1 heure. Kelly ne vient pas. Turney sent immédiatement que quelque chose ne va pas. Quelqu'un qui accepte puis ne se présente pas cherche à gagner du temps. Et dans une affaire comme celle-ci, ce n'est jamais bon signe. 2 heures plus tard, il retourne chez elle. Cette fois, Kelly n'est plus la même.
Elle paraît tendue, méfiante, presque sur la défensive. D'entrée, elle précise qu'elle a parlé à son avocat et qu'on lui a dit qu'elle n'était pas obligée de suivre la police. Turney garde son calme. Il lui explique qu'il enquête sur la disparition de Matthew Miller et de Jennifer, et que Sean Lannon est également concerné. Kelly réagit aussitôt. Sean n'a pas disparu. Elle en est certaine. Turney insiste. Il lui demande si Sean est venu chez elle récemment. Kelly finit par admettre qu'il est passé et qu'il lui a dit qu'il devait aller signaler la disparition de Jennifer. Puis Turney enchaîne. Est-ce qu'il a cassé son téléphone ici ? Kelly hésite, puis reconnaît que oui. Elle avait simplement oublié de le mentionner. Les questions deviennent plus précises. Est-ce que Sean a apporté un sac contenant une arme ? Kelly nie. Est-ce que quelqu'un d'autre a récupéré cette arme ensuite ? Elle nie encore. Est-ce qu'elle pense que Sean a pu faire du mal à Jennifer ou à Matthew ? Elle répond que non, que ça ne lui ressemble pas. Turney la fixe et lui dit clairement qu'il pense qu'elle ment sur le sac, sur l'arme, sur les affaires de Jennifer. Et à partir de là, Kelly perd pied. Elle se contredit, cherche ses mots, s'embrouille. Sous la pression, elle finit par lâcher qu'il y a plusieurs sacs suspects dans son cabanon. Des sacs qui appartiendraient selon elle à Sean. Les inspecteurs fouillent tout. Le cabanon, la maison, le jardin, rien. Aucune trace de sang. Aucun élément reliant les lieux aux disparitions. Une impasse de plus. Et Turney commence à sentir que le temps joue contre lui. Turney obtient un mandat de perquisition pour l'ancien domicile de Sean et Jennifer au 817 Kingman Avenue. Les agents approchent avec prudence, prêts à intervenir à la moindre surprise. Encore une fois, ils arrivent trop tard. La maison a été entièrement rénovée. Les moquettes arrachées, les murs cassés et repeints, le sol retiré. Tout a été refait, démonté, comme si quelqu'un avait pris le temps de faire disparaître la moindre trace, comme si rien ne devait rester. Turney reste immobile au milieu de la pièce. Autour de lui, il ne reste que des murs. Un chantier vide. Et très vite, il comprend à qui il a affaire. Quelqu'un de méthodique. Quelqu'un qui anticipe, qui nettoie derrière lui, qui sait exactement ce que la police va chercher. Ce qu'il ignore encore, c'est que les preuves qu'il cherche se trouvent ailleurs. À plusieurs kilomètres de là, hors de portée pour l'instant. Il rappelle Sean décidé à obtenir quelque chose, n'importe quoi. Sean décroche, il semble calme, presque détendu. Turney lui explique qu'ils ont avancé, qu'il a des éléments à lui montrer. Sean accepte de venir au poste. Il dit qu'il doit d'abord s'occuper de ses enfants, puis qu'il passera. Bien sûr, il ne viendra jamais. Le lendemain, Turney propose de passer le chercher lui-même. Mais Sean ne se montre pas non plus. À ce stade, Turney n'attend plus. Il en a fini avec les discussions, fini de courir après un homme qui semble toujours avoir un coup d'avance. Turney se penche sur le passé de Sean et de Danny Lamos. Et là, il tombe sur quelque chose d'intéressant. Sean fait l'objet d'un mandat d'arrêt pour ne pas s'être présenté au tribunal dans une affaire de coups et blessures datant de 2020. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est suffisant pour l'interpeller. Le 25 février, des agents le localisent à Albuquerque. L'arrestation se déroule sans incident. Sean est immédiatement ramené au poste de police de Grants. Turney a deux objectifs en tête. Comprendre ce que Sean sait sur les disparitions et retrouver la trace de Danny Lamos. Et surtout, de l'arme. L'interrogatoire commence par le pick-up de Matthew. Turney lui rappelle qu'il est le dernier à l'avoir utilisé et lui demande de raconter ce qu'il en a fait. Sean répond avec assurance. Il dit qu'il est simplement allé faire quelques courses. McDonald's, le supermarché, rien d'autre. Puis sans qu'on lui demande, Sean se met à parler davantage. Il évoque un éventuel traceur GPS sur le véhicule, précise que son téléphone était allumé, qu'il n'est pas allé dans les montagnes, qu'il a des enfants, qu'il n'a rien à se reprocher et qu'il a été infirmier militaire. Turney écoute sans l'interrompre. Il note mentalement chaque détail. Trop d'explications, trop vite. Un homme innocent ne se justifie pas sur des choses qu'on ne lui a même pas reprochées. Il change alors d'approche. Il adopte un ton plus posé. Il lui dit qu'il ne le voit pas faire quelque chose comme ça, mais qu'il peut imaginer une situation qui aurait mal tourné, un accident de la légitime défense. Sean saisit immédiatement l'occasion. Il explique qu'il avait peur d'un homme du coin, Danny, et que c'est pour cette raison qu'il gardait une arme chez lui. Puis il déroule sa version. Selon lui, Justin, Jennifer et Matthew étaient tous chez lui ce jour-là, en train de consommer des produits stupéfiants. Justin avait reçu une importante quantité de pilules. Les trois seraient ensuite partis en laissant le pick-up sur place. Sean affirme qu'il s'est contenté de faire quelques courses avec le véhicule
avant de le garer à la demande de Matthew. Turney change de stratégie. Il lui tend une autre perche. Il lui demande s'il pense que Danny aurait pu s'en prendre à eux. Et Shaun saute dessus, sans hésiter. Il raconte que Danny se vantait de pouvoir faire disparaître des corps en les donnant à manger à son cochon, qu'il lui avait déjà montré l'animal, qu'il le gardait chez quelqu'un, que les cochons mangent tout, sauf les yeux, et que lui-même s'était demandé quel genre de personne pouvait savoir une chose pareille. Il insiste, il dit qu'il a peur de Danny, que ses enfants aussi en ont peur, qu'il se cachait dans la maison quand il rôdait dans le quartier. Turney le laisse parler, parce qu'il a compris quelque chose. Shaun ne parle pas comme quelqu'un qui a peur, il parle comme quelqu'un qui a construit un récit, qui organise ses idées, qui désigne un coupable avec une précision trop nette pour être spontané. Mais sans preuve, Turney ne peut pas aller plus loin. L'interrogatoire prend fin. Shaun n'est pas relâché pour autant. Le mandat pour défaut de comparution lui vaut plusieurs jours de détention. Il est transféré à la prison locale. Et Turney retourne à son bureau avec une conviction froide. Il vient de passer 2 heures face à un tueur. La semaine suivante, les enquêteurs multiplient les auditions, reprennent les éléments du dossier et tentent de faire le lien entre les différentes pistes. Un détail continue d'obséder Turney, le mystérieux pick-up rouge, aperçu sur les images de surveillance devant chez Shaun, en train de repartir avec quelque chose de chargé à l'arrière. Ce véhicule reste introuvable. 3 personnes sont toujours portées disparues. 2 noms occupent désormais toutes ses pensées. Shaun Lannon, vu au volant du pick-up de Matthew et possiblement lié à ce second véhicule, et Danny Lamos, qui aurait récupéré une arme appartenant à Shaun avant de disparaître à son tour. Plus les jours passent, plus Turney est convaincu qu'ils ont été tués. Mais le temps joue contre lui. Chaque heure qui passe réduit ses chances de le prouver. Car le 3 mars, Shaun termine sa courte peine et il est remis en liberté. Turney le sait, il doit agir vite, il lui faut une piste, une seule. Nous sommes le 5 mars. La sécurité de l'aéroport d'Albuquerque appelle la police. Un pick-up rouge, stationné dans le parking depuis 2 jours, attire leur attention. Il correspond à celui aperçu sur les images de surveillance. Au départ, ce sont des agents de sécurité qui remarquent une odeur, discrète. Une odeur qu'on pourrait presque ignorer, à moins d'y prêter vraiment attention. Ils signalent le véhicule en début d'après-midi, mais personne ne se déplace tout de suite. Il faut insister. Lorsqu'une patrouille arrive enfin, les agents hésitent. L'un parle d'une odeur de décomposition, un autre n'en est pas certain. Ça sent mauvais, quelque chose de vraiment pourri, de difficile à identifier. Puis ils décident d'ouvrir la benne du pick-up. À l'arrière, plusieurs bacs de rangement sont empilés, fermés hermétiquement. Cette fois, il n'y a plus de doute. À l'intérieur, des corps. Ceux de Jennifer Lannon, Matthew Miller et Justin Ma, démembrés. Jennifer a été tuée d'une balle dans la tête tirée à bout portant. Justin présente lui aussi une blessure par balle, ainsi que de violents coups. Matthew, lui, a été battu à mort. Son crâne porte les traces d'un traumatisme extrême. Mais ce n'est pas tout. Sous une bâche, sur le siège passager, les enquêteurs découvrent un 4e corps, celui de Randall Apostolon, le propriétaire du véhicule. Lui aussi a subi de violents coups. À proximité du corps, un marteau couvert de sang. Dans le véhicule, il retrouve également plusieurs couteaux, une scie à métaux et des gants en caoutchouc. Tout indique une chose, ce n'est pas un geste impulsif, c'est organisé, préparé. Les enquêteurs se tournent immédiatement vers les caméras de surveillance de l'aéroport. Ce véhicule n'est pas arrivé là tout seul, et il ne faut pas longtemps pour obtenir une réponse. Le 3 mars 2021, le jour même où Shaun est remis en liberté, les images le montrent au volant du pick-up. Il entre dans le parking, se gare, sort du véhicule, puis s'éloigne, laissant derrière lui les corps de ses victimes. Turney ne s'était pas trompé depuis le début, il avait eu la bonne intuition. Le jour même de la découverte, la police se met à la recherche de Shaun, mais il a déjà quitté Albuquerque. Il a disparu. Les US Marshals lancent une alerte à l'échelle nationale. Shaun est désormais considéré comme dangereux, potentiellement en fuite après plusieurs crimes violents. Très vite, les forces de l'ordre de plusieurs États se coordonnent pour tenter de le retrouver. Puis, le 9 mars, Turney reçoit un appel. Les US Marshals l'informent que Shaun est désormais impliqué dans un autre meurtre, commis la veille dans le New Jersey. La victime s'appelle Michael Dablowski. Les enquêteurs ont pu relier Shaun à ce crime grâce à des témoignages et à des images de vidéosurveillance. Et la victime n'est pas un inconnu.
c'est quelqu'un qu'il connaissait depuis des années. 5 victimes, 2 États et un homme toujours en fuite. Le matin du 10 mars, les US Marshals finissent par le localiser à Saint-Louis dans le Missouri. Il est arrêté sans résistance. La série de meurtres de Sean Lannon s'arrête là, mais son histoire, elle, ne fait que commencer. Les preuves sont accablantes, mais il reste encore des zones d'ombre, des questions auxquelles seul Sean peut répondre. Pourquoi ? Comment ? Et surtout, est-ce qu'il a agi seul ? Quand Turney s'assoit face à lui, il s'attend à retrouver le même homme que lors des précédents interrogatoires. Calme, maîtrisé, toujours en contrôle. Mais cette fois, quelque chose a changé. Sean paraît vidé, comme s'il n'avait plus l'énergie de continuer. Il dit qu'il est fatigué de fuir, qu'il sait que c'est terminé, qu'il veut simplement que tout s'arrête. Et puis il commence à parler. Concernant Jennifer, Sean explique qu'elle avait pris de la drogue ce soir-là et qu'elle avait fait une overdose. Mais que ça n'avait pas suffi à la tuer. Elle respirait encore, elle n'allait pas mourir comme ça. Alors il est allé dans la pièce d'à côté. Il dit qu'il avait besoin de se préparer psychologiquement, qu'il se répétait certaines choses, encore et encore. Des reproches, des accusations, tout ce qu'il pouvait mettre sur le dos de Jennifer, jusqu'à ce que la colère monte. Puis il est revenu dans la chambre, il s'est placé derrière elle, il a posé le pistolet contre sa tête et il a tiré. Après ça, il dit avoir voulu en finir lui aussi. Il a mis l'arme dans sa bouche, mais il n'a pas réussi. Il s'est effondré. Les enfants étaient dans la maison. Il a fermé la porte, il les a éloignés, puis il a commencé à réfléchir à ce qu'il allait faire. Il a déplacé le corps de Jennifer et l'a stocké. Puis il a entrepris de la découper pour la faire entrer dans des bacs en plastique. Il dit que c'était un moment insupportable, que ça le hante encore, mais il ajoute autre chose, qu'il savait qu'il n'avait plus le choix, que tout était déjà joué et que sa seule priorité à ce moment-là, c'était ses enfants. Alors il a continué. En se répétant que tout ça, c'était sa faute à elle, qu'elle avait amené la drogue dans le foyer familial et qu'elle avait détruit toute la famille. Pour le meurtre de Justin, environ une semaine plus tard, Sean explique qu'il a attiré Justin chez lui en se faisant passer pour Jennifer par message. Justin pensait venir la retrouver. Sean, lui, l'attendait dans la buanderie, juste à côté du garage. Avant de le tuer, Justin aurait tenté de négocier. Il lui montre des photos sur son téléphone, des images compromettantes. Sean lui demande qui les a prises. Justin répond que c'est lui. Puis Justin demande une chose, s'il peut prendre une dernière dose avant de mourir. Sean accepte, mais à une condition. Il lui dit d'aller chercher de la drogue dans le conduit d'aération. Justin se penche, et à ce moment-là, Sean tire une balle dans l'arrière du crâne de Justin. Après ça, il raconte qu'il y avait du sang partout, tellement qu'il a dû retirer la moquette de la pièce. Vous savez, le revêtement de la chambre des enfants, celui que le propriétaire pensait abîmé par une fuite. Sean dit ensuite que pendant un moment, il n'a même pas pu s'approcher du corps. 2 heures, c'est le temps qu'il lui faudra avant de revenir dans la chambre. Sean ajoute un détail. Il dit que Justin détenait aussi des photos compromettantes impliquant Daniel Lamos et son fils. Il explique qu'il avait pleinement l'intention de le tuer lui aussi, que Danny Lamos figurait sur sa liste, mais qu'il n'avait jamais réussi à mettre la main sur lui. Il précise que s'il était retourné à Grants, c'est Danny qu'il serait allé chercher en premier. Pour Matthew, c'est un peu différent. Sean explique que Matthew était déjà venu chez lui avec sa petite amie Felicity. Il cherchait de l'argent, de quoi manger, peu importe. Sean lui avait donné quelques dizaines de dollars. Matthew avait simplement dit qu'il aurait besoin qu'il le dépose quelque part un peu plus tard dans la semaine. Puis un jour, il revient seul, sans Felicity. C'est ce jour-là que Sean l'a battu à mort. On ne sait pas quelles sont les motivations de Sean pour ce crime. Concernant Randall, Sean explique qu'il lui fallait un véhicule plus grand pour transporter les corps. Il contacte alors Randall Apostolon, propriétaire d'un pick-up rouge. Randall accepte de déplacer les bacs pour 150 $, sans savoir ce qu'ils contiennent. Mais une fois sur place, il réclame davantage, 300 $ de plus. Sean ne les a pas. Randall menace de repartir sans les bacs. Les 2 hommes remontent alors dans le pick-up et au moment de se garer, la situation dégénère. Une bagarre éclate. Sean tue Randall sur le siège conducteur à coups de marteau. Tout au long de sa confession, Sean reste parfaitement calme, presque aucune émotion, et c'est précisément ce qui rend ses paroles encore plus difficiles à entendre. Quelques heures seulement après avoir découpé des corps et tué Randall, il s'est assis en face de Turney, il niait avoir des informations sur les disparitions, calmement, sans trembler,
alors même que le pick-up rempli des corps des victimes se trouvait à quelques rues du poste de police. Puis il raconte la suite. Le mardi, il conduit le véhicule jusqu'à l'aéroport. Il se gare bien en évidence, il verrouille les portes, puis il commande un Uber pour rentrer. Le lendemain, il prend l'avion avec ses enfants. Il savait que quelqu'un finirait par les trouver. Et enfin, il évoque un dernier nom, un homme de son passé, quelqu'un qu'il connaissait depuis longtemps. Il explique que c'était lui, celui qui l'avait agressé quand il était enfant, son ancien tuteur dans le programme Big Brother Big Sister, un programme pour les enfants orphelins. Selon lui, cet homme conservait encore des photos liées aux abus qu'il lui avait fait subir. Il dit être allé le voir pour les récupérer. L'homme aurait refusé, alors Sean l'a frappé jusqu'à ce qu'il cède, puis il l'a tué. Michael Dablowski, la 5e victime. Sean marque une pause, puis il dit qu'il n'en est pas fier, et c'est là que quelque chose change, parce que pour tout le reste, les meurtres, les corps, les mensonges, la fuite, il n'a montré aucune émotion. Mais à ce moment-là, brièvement, son visage se ferme, comme si pour la première fois, quelque chose le touchait. Au moment où les inspecteurs pensent avoir tout entendu, Sean ajoute quelque chose. Il dit qu'il y en a d'autres, 11 selon lui, principalement des dealers liés à Jennifer, des meurtres qui remonteraient à 2 ou 3 ans. Il parle de morts par arme à feu, de coups de couteau, d'une arme qu'il aurait fabriquée lui-même, et il affirme que les corps sont cachés dans des zones isolées du parc national d'El Malpais au Nouveau-Mexique. Les enquêteurs restent prudents. Sean a déjà montré qu'il pouvait manipuler, mélanger le vrai et le faux. C'est peut-être une manière de brouiller les pistes ou de se construire une image. Des recherches sont lancées dans le parc. Elles ne donnent rien. Aucun autre corps n'est retrouvé. Danny Lamos, quant à lui, est localisé à Albuquerque et arrêté par les US Marshals le 25 mars 2021. Il nie toute implication. Il se dit sous le choc. Il reconnaît avoir récupéré le pistolet caché chez Kelly, mais affirme qu'il ignorait tout de son origine et qu'il l'a rapidement revendu. Après plusieurs interrogatoires, les enquêteurs finissent par écarter sa responsabilité, ainsi que celle des autres personnes impliquées de près ou de loin dans l'affaire. Sean a agi seul. En octobre 2022, il plaide coupable du meurtre de Michael Dablowski dans le New Jersey. Il est condamné à 35 ans de prison. Puis en mai 2024, il reconnaît les meurtres de Jennifer Lannon, Justin Ma, Matthew Miller et Randall Apostolon, et il est condamné à 4 peines de 15 ans à purger consécutivement. Selon les termes de l'accord, Sean commence par purger sa peine dans le New Jersey avant d'être transféré au Nouveau-Mexique pour y purger 60 années supplémentaires. Mais voilà, il reste une zone d'ombre, 11 corps, quelque part dans le désert du Nouveau-Mexique, selon les mots d'un homme qui a menti à tout le monde, tout le temps. Personne ne sait si ces 11 victimes existent vraiment. Personne ne sait si elles ont été signalées disparues. Personne ne sait si quelqu'un les cherche encore. Et personne ne sait si cette fois, Sean Lannon disait enfin la vérité ou s'il mentait encore. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si cette affaire t'a marqué, laisse un commentaire, je les lis tous. Et si tu veux continuer, tu peux regarder les autres affaires juste ici. Quant à moi, je te dis à bientôt. C'était SH. Bye bye.